le métro de Rome et un pont routier en Suisse. Le système a été validé dans le cadre de 2 sites de construction, la nouvelle ligne B1 du métro de Rome, et le pont de la Poya à Fribourg en Suisse. Dans le cas du métro, l'équipe a mis en place directement derrière le tunnelier des segments, en béton du revêtement final du tunnel équipé des capteurs de Genesys, pour mesurer en temps réel des variables comme la pression, la température et les déformations. Les données ont été transmises, via les réseaux 3G, et Internet à l'aide de protocoles propriétaires à faible consommation, vers un panneau de contrôle, et d'alerte supervisés par des ingénieurs, et des géologues travaillant sur le projet. Ils ont ainsi pu vérifier que le forage préservait avant tout la sécurité des ouvriers, et des futurs usagers du métro. Ce réseau est plus simple, plus rapide et plus économique à installer et à maintenir que les systèmes classiques de capteurs câblés. Dans l'optique d'une surveillance économique, et de longue durée du tunnel en service, il est en partie alimenté par des micro-turbines actionnées par le déplacement d'air des trains qui passent. Dans le cas de la construction du pont en Suisse, environ 25 capteurs ont mesuré des variables telles que la traction sur les pylônes, le déplacement des supports, le vent, la température et l'humidité. Le réseau de capteurs s'est avéré très utile, car la conception, la planification et la construction s'accompagnent toujours de nombreuses incertitudes, déclarait Holger Worching, un ingénieur de la société suisse Solexpert AG spécialisé dans les procédés et les instruments de mesure, et partenaire du projet Genesys. Lorsque le pont a été soulevé pour relier les 2 extrémités, nous avons été informés des déformations et des courbures, et nous avons pu vérifier que les charges étaient correctes. D'autres applications. Solexpert envisage de nombreuses autres utilisations pour cette technique, et la déploie actuellement dans un tunnel d'accès d'une centrale hydraulique à Innertkirchen ainsi que sur une voie ferrée des Alpes soumise à des risques de glissement de terrain. La société Vance, une entreprise dérivée du projet Genesys, emploie 6 personnes et étudie l'installation d'une version miniaturisée du système Genesys, pour surveiller les nombreux sites historiques en Italie. Cette société vient aussi en aide au ministère italien du patrimoine, avec une application totalement insoupçonnée, dans le cadre de la tâche délicate du transport des œuvres d'art d'un musée à un autre. Pour plus d'informations voir, projet Genesys. Architecture. Posté par Adrien le jeudi 8 janvier 2015 à minuit. Mieux planifier les barrages. Barrage hydraulique écosystème. Construire des barrages a des conséquences, sur le débit d'eau des rivières, mais aussi pour les gens qui vivent en aval, et pour les écosystèmes environnants. En disposant les données concernant près de 500 gros barrages sur une carte extrêmement détaillée de cours d'eau du monde entier, une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l'université McGill, a mis au point une méthode, pour évaluer les conséquences des barrages sur le débit d'eau, et la fragmentation des cours d'eau. Une des découvertes, publiée en ligne aujourd'hui dans Environmental Resilience, 48% du volume des cours d'eau dans le monde subit des répercussions moyennes, ou importantes de la présence de barrages. Ce pourcentage pourrait doubler si tous les barrages prévus ou en cours de construction sont menés à terme. Depuis 60 ans, une quantité innombrable de barrages ont été construits, soit pour fournir de l'énergie hydroélectrique, pour aider à l'irrigation ou pour protéger contre les crues, indique Bernard Plenner, professeur au département de géographie de l'université McGill, et directeur de recherche du projet. Au cours des 20 dernières années, alors que nous sommes de plus en plus sensibilisés aux conséquences des barrages, pour les populations et les écosystèmes, la construction de grands barrages a ralenti. Pourtant, les craintes que suscite l'impact du changement climatique sur le débit d'eau rendent la création de réservoirs plus intéressante, d'où une hausse de la construction de barrages. Cette recherche a été réalisée grâce à la mise au point d'une carte mondiale des rivières d'une résolution, et d'un rendu des détails, sans précédent où apparaissent l'ensemble des voies navigables aux 4 coins du monde, des plus petits ruisseaux aux plus grands fleuves, dont la longueur, mise bout à bout, à 48,3 millions de kilomètres, et d'une carte des prochains emplacements de barrages, colligés par des collègues chercheurs de l'Institut Leibniz d'écologie d'eau douce, et de pêche intérieure de Berlin. La méthode d'évaluation des barrages s'appuie sur 2 indices, qui décrivent la fragmentation d'agrégats d'eau, et la régularisation des régimes fluviaux. L'indice de fragmentation d'agrégats d'eau mesure à quel point le débit naturel d'un cours d'eau, également appelé connectivité, a été perturbé par la construction de barrages, ou de digues qui permettent notamment le transfert de l'eau entre bassins ou son acheminement vers des zones d'irrigation.
L'indice de régularisation des régimes fluviaux mesure la proportion d'un agrégat d'eau emmagasiné dans des réservoirs et qui, par conséquent, a une incidence sur la variation et les propriétés du courant fluvial en aval. En combinant ces deux indices, les chercheurs ont conçu une méthode qui leur permet d'évaluer les répercussions d'un barrage existant au futur. Le Danube, par exemple, a subi d'importants contre-coups causés par la fragmentation, mais a peu subi les effets de la régularisation du flux, car ces nombreux barrages ont des réservoirs relativement petits. En revanche, le bassin Murray-Darling, en Australie du Sud, est peu touché par l'aspect de la fragmentation, parce qu'il y a moins de réservoirs et qu'ils sont plus gros, mais le bassin présente de lourdes conséquences, en ce qui a trait au réglage du débit. Tous les barrages ne se valent pas, a mentionné Guthrie Grill, boursier postdoctoral au département de géographie de l'université McGill, et l'un des principaux auteurs de l'article. Notre recherche est fondée sur le postulat, selon lequel la taille ainsi que l'emplacement d'un barrage font une différence. Ainsi, le fait qu'un barrage soit situé dans le cours supérieur d'une rivière, ou près de son embouchure, dans le cours principal d'un fleuve, ou sur un petit afflux, sont tous des facteurs ayant une incidence variée, sur les agrégats d'eau, et les écosystèmes qui les entourent. Des chercheurs de l'Institut, sur l'environnement de l'Université du Minnesota, et du Centre de limnologie de l'Université du Wisconsin, ont également contribué à l'étude. Quelques faits sur les barrages et les rivières. Il existe 374 grands barrages et 377 grands barrages, sont prévus ou à l'étude, en vue d'être construits d'ici 2030. À l'heure actuelle, 48% du volume des cours d'eau à l'échelle mondiale subissent des contre-coups d'importance moyenne, ou élevée à l'égard du réglage du débit, de la fragmentation, ou de ces deux aspects combinés. À supposer que l'ensemble des barrages prévus ou en construction soit mené à terme, ce pourcentage pourrait presque doubler et atteindre 93%, principalement à cause des nombreux barrages prévus sur des affluents du bassin de l'Amazone. Le fleuve du Mékong en Asie du Sud-Est, et le fleuve Amour en Russie, font aussi partie des grands fleuves encore assez épargnés, mais où sont prévus d'importants barrages. Ces travaux ont obtenu l'appui du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, du Fonds mondial pour la nature, du 7e programme cadre Biofreeze de l'Union européenne, du Centre de recherche mondial sur les changements climatiques et environnementaux, et de la Fondation Gordon et Betty Moore. L'article, en index-based framework, for assessing pattern and trend in river fragmentation and flow regulation, by Global Dam à multiples scales, des auteurs Guthrie Grill, Bernard Lehner et autres, a été publié, en ligne dans Environmental Research le 6 janvier 2015. Pour lire l'article complet, consultez http://iopscience.iop.org/1748-9310/1/0150001/article. Architecture. Posté par Isabelle le jeudi 25 décembre 2014 à minuit. Le fer, allié de la pierre dès la conception des cathédrales gothiques. Cathédrales fer et pierre. En datant par carbone 14 les pièces métalliques retrouvées dans les cathédrales gothiques, une équipe interdisciplinaire vient de démontrer, pour la première fois, par une datation absolue, que le fer était introduit en renfort de la pierre dès l'étape de construction. Cette étude, fruit d'une collaboration entre le laboratoire archéomatériaux et prévision de l'altération, CNRS/CEA, le laboratoire de mesure du carbone 14, CNRS/CEA/IRD/IR/Ministère de la Culture et de la Communication, et l'équipe Histoire des pouvoirs, Savoir et Société de l'Université Paris 8, éclaire d'un jour nouveau la maîtrise technique et les intentions des bâtisseurs de cathédrales. Elle est publiée dans le numéro de janvier 2015, de la revue Journal of Archaeological Sciences. Cette méthode innovante pourrait renouveler la compréhension des bâtiments médiévaux, en Europe, comme la Sainte-Chapelle mais également en Asie, tels les temples d'Angkor. Tirant en acier entre les arcs-boutants de la cathédrale de Beauvais. Copyright Pedilman. L'architecture gothique, qui a fleuri à partir du milieu du XIIe siècle autour de Paris, intègre des quantités importantes de renforts en fer ou en acier, mis en évidence par les recherches historiques et archéologiques. Mais les cathédrales sont des bâtiments vivants, qui ont vu se succéder au fil des siècles des chantiers à des fins de modification, de réparation et de conservation. Aussi,
Si certains indices architecturaux et technologiques ont pu laisser penser que le métal faisait partie de la conception initiale, la date de son intégration faisait toujours débat. Jusqu'à ce qu'une équipe interdisciplinaire de chercheurs français réussisse, pour la première fois, à dater de manière fiable, par le radiocarbone, le fer des cathédrales. En croisant leurs compétences, en archéologie, histoire, sciences des matériaux, chimie. Ils viennent d'apporter la preuve que les renforts métalliques ont été pensés dès l'origine, comme un complément à la pierre. Les chercheurs sont parvenus à ce résultat, en mesurant la quantité de carbone 143, présent à l'état de trace dans le métal. En effet, en Europe, jusqu'au Moyen-Âge, le minerai est réduit en métal dans des fourneaux utilisant du charbon de bois, dont une partie du carbone, diffuse et se retrouve piégée dans le métal, sous forme de lamelles de carbure de fer. Ainsi, on peut extraire ce carbone du métal, dater l'arbre qui a servi à obtenir le charbon, et estimer l'âge du métal. La méthode paraît simple, mais elle n'avait encore jamais été mise en œuvre de manière fiable, car les métaux ferro-archéologiques sont des matériaux très complexes, contenant du carbone de plusieurs sources. Il a été nécessaire de mettre au point, avec le laboratoire de mesure du carbone 14, une approche d'extraction du carbone, qui soit adaptée aux matériaux. Ce qui a également fait le succès de cette étude, c'est l'expertise des métallographes du laboratoire archéomatériaux, et prévision de l'altération, qui, en collaboration avec des collègues archéologues, et historiens du CNRS, étudie depuis une dizaine d'années la structure, les procédés de fabrication, et l'utilisation des métaux dans les cathédrales gothiques. Analyse métallographique, sous microscope, d'un acier archéologique riche en carbure. La zone gris foncé sur le pourtour, correspond à de la rouille, le blanc à des carbures. Il recouvre une zone où feu et carbure sont mélangés, d'où l'effet irisé. Copyright Beauvais. En croisant la datation au carbone 14, avec des indices archéologiques, l'équipe de chercheurs a abouti à une chronologie fine, à quelques années près, de l'intégration des éléments métalliques dans les cathédrales de Beauvais et de Bourges. Ainsi, ces travaux montrent, pour la première fois de manière absolue, que des éléments métalliques ont été utilisés en cours de construction, comme à Bourges, ou même pensés dès la conception des édifices, comme à Beauvais. À Beauvais, plusieurs des tirants métalliques, qui soutiennent les arcs-boutants, portent des graffitis du XVIIIe siècle, ce qui laissait penser que le métal pouvait être un ajout tardif. Mais certaines pièces se sont avérées datées du début de la construction, vers 1225 à 1240, suggérant que pour réussir à édifier le plus haut chœur gothique au monde, 46,3 mètres, le fer a été pensé comme un allié de la pierre dès sa conception. Dans le chœur de la cathédrale de Bourges, plus ancien, 1195 à 1214, un chaînage métallique entourant le chœur s'est révélé contemporain de la construction. Cependant, il contourne un groupe de colonnes alors qu'il passe sous certaines autres, ce qui montre qu'il n'a sans doute pas été pensé dès l'origine, mais intégré en cours de chantier. Cette analyse confirme que les chantiers de cathédrales étaient de véritables laboratoires où les bâtisseurs, issus de plusieurs corps de métier, testaient des techniques de construction, pour réussir ces défis architecturaux. Cette approche de datation absolue ouvre la voie à un renouvellement des connaissances autour des chantiers de construction médiévaux. L'équipe de chercheurs va prochainement réaliser des prélèvements sur la Sainte-Chapelle, et s'intéresse aussi à la datation des temples, et au commerce du fer dans l'Empire khmer. Architecture. Posté par Isabelle le lundi 6 octobre 2014 à midi. Évaluation de stratégie d'adaptation de la ville au changement climatique. Publication des résultats du projet. Changement climatique, évolution des villes, îlots de chaleur Muscade. Toit de l'université de Shizuoka, Japon. Illustration, Vic Media Commons. Publication des résultats du projet Muscade. Les conclusions du rapport de recherche Muscade, coordonné par le Centre national de recherche météorologique, Météo France/CNRS, sont rendues publiques le 3 octobre, à l'occasion de la journée « Chaleur sur la ville », organisée par la région Île-de-France, et l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France. Ce projet, qui réunit météorologues, économistes, architectes, géographes et experts du bâtiment, a permis d'évaluer l'impact de différents scénarios d'évolution de la ville de Paris à l'échelle du siècle, sur le climat urbain, et sur la consommation énergétique des bâtiments. Ces résultats apportent les éléments d'évaluation nécessaires, aux concepteurs de la ville de demain. Les principales conclusions.
Pour représenter la ville future, des projections ont été construites en combinant des hypothèses climatiques et macroéconomiques, prix de l'énergie, croissance, démographie, mais également des hypothèses d'évolution du domaine urbain, ville étendue ou compacte, des techniques de bâti, parties constructives, réglementation, et de la production d'énergie décentralisée, technologie, choix d'implantation. Dans le cadre des scénarios et hypothèses retenues, les principaux résultats du projet Muscade sont les suivants. Ville étendue ou ville compacte. L'îlot de chaleur urbain est peu influencé par les stratégies d'expansion urbaine. Toutefois, le confort thermique des habitants est dégradé en ville compacte, du fait de la concentration de population dans le centre de l'agglomération. Dans un contexte de réchauffement climatique, les consommations d'énergie du bâti restent similaires pour les villes étendues et compactes. L'impact d'une politique de contrôle de l'étalement urbain a peu d'influence sur les émissions de gaz à effet de serre résultant des consommations d'énergie des bâtiments. Ces émissions sont essentiellement conditionnées par les choix des technologies pour les moyens de transport. Une ville plus verte. La végétalisation de pleine terre est plus efficace que celle des toits pour rafraîchir l'air de la ville. Les toits végétalisés ont une influence limitée sur le confort extérieur, mais peuvent améliorer l'isolation du bâti. Dans tous les cas, la végétation doit être suffisamment arrosée pour avoir un effet rafraîchissant en été, ce qui implique de développer des systèmes de gestion de l'eau à l'échelle locale, récupération d'eau à l'échelle du quartier ou du bâtiment. Par ailleurs, les stratégies de végétalisation de la ville sont indissociables des choix de forme architecturale, qui contraignent la surface au sol disponible. L'énergie solaire, une énergie d'avenir. L'utilisation de panneaux solaires permet de diminuer très légèrement l'îlot de chaleur urbain. En climat futur, la production d'énergie solaire résultant de l'implantation massive de panneaux photovoltaïques sur les toits pourrait compenser à l'échelle annuelle la consommation d'énergie des bâtiments pour le chauffage et la climatisation. Le rôle des usagers. Les comportements des habitants, usage raisonné/intensif de la climatisation, usage ou non de protection solaire, jouent un rôle considérable dans la consommation d'énergie globale de la ville. Leur impact est comparable aux effets de solutions techniques telles que l'isolation des bâtiments ou la végétalisation. Les partenaires. Le projet Muscade est financé par l'Agence nationale de la recherche, et coordonné par le Centre national de recherche météorologique, Groupe d'études de l'atmosphère météorologique, CNRM-GAM, Météo France/CNRS. Il réunit aussi des scientifiques du Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, CIRED, CNRS/École des Ponts-Paristes/ES/Agroparistes/CIRAD, et du laboratoire, Littoral Environnement et Société, Liance, CNRS/Université de La Rochelle. Sont également impliqués le Centre scientifique et technique du bâtiment, CSTB, le laboratoire de recherche en architecture, LRA, et l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France, IOINF. Les modèles utilisés. Le système ville, son évolution et les processus liés à l'énergie, sont simulés grâce à un modèle numérique développé à partir de plusieurs modèles. Le modèle NODOM d'expansion urbaine, CIRED, qui reproduit les mécanismes socio-économiques sous-jacent à la dynamique du système urbain, et permet de représenter son évolution des années 1900 jusqu'à la fin du XXIe siècle suivant plusieurs scénarios de prospective. La morphologie à l'échelle du quartier est obtenue grâce au modèle Genius, LRA, CNRM-GAM, qui permet de générer des cartes archétypales, et de simuler l'évolution des îlots architecturaux urbains. Le modèle Toon Energy Balance, CNRM-GAM, qui simule le microclimat urbain à partir des processus physiques liés à la géométrie urbaine. Le calcul du bilan interne du bâti permet de représenter la consommation énergétique de la ville. Une analyse par le Liance de l'expansion passée de l'agglomération parisienne, et une étude de l'énergétique du bâtiment, par le CSTB, ont permis d'analyser les incertitudes associées à ce type de modèle. Pour plus d'informations voir http://www.cnrs.fr/site/communique/fichier/cp-muscat-france-météo-france-cnrs.pdf. Architecture. Posté par Isabelle le mardi 17 juin 2014 à minuit.
Solar Decathlon 2014. Projet turc. Architecture des maisons, aménagement de l'espace, projet turc. Le projet de l'équipe turque Team prend forme à Istanbul, une mégapole peuplée de 15 millions d'habitants. Une ville en transformation et en rénovation continue, qui vise une densité accrue. Solar Decathlon 2014. Projet turc. Illustration. Université d'Istanbul Culture / Istanbul University Technique. Le projet Stack 12 est inspiré de l'utilisation traditionnelle de l'espace dans les maisons anatoliennes, qui sont conçues avec un système de pièces accolées répondant aux besoins des familles particulièrement nombreuses. Chacune de ces pièces joue simultanément le rôle de chambre à coucher, salle de séjour et rangement pour le noyau familial. Solar Decathlon 2014. Projet turc. Illustration. Université d'Istanbul Culture / Istanbul University Technique. Les espaces de rangement sont flexibles et peuvent être habilement écartés lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. La conception est faite pour offrir un aménagement optimal de l'espace, avec une grande flexibilité et un certain confort. La pièce peut au cours de la journée être adaptée à la situation désirée. Pour plus d'informations, voir http://www.techno-science.net/point d'interrogation onglet égale news et commercial news égale 12832. http://www.turquie2014.com/ Mathématiques. Posté par Adrien le mercredi 8 octobre 2014 à 17h. Quels sont les liens entre la musique et les mathématiques? Musique et mathématiques. Illustration. Benoît Goujon. Qu'elle nous fasse planer, vibrer ou maugréer, la musique est composée de séries de notes, ou de sons qui ont pour ciseler. Mathématiques. Pour comprendre, imaginons une corde de guitare qui, lorsqu'elle est pincée sur sa pleine longueur, produit la note Do. Comme toutes les autres notes de la gamme, le Do renferme en réalité plusieurs autres notes, qui correspondent aux différentes composantes fréquentielles, ou harmoniques, du son. Ces fréquences harmoniques sont définies comme des multiples entiers de la fréquence dite fondamentale, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, etc., et résonnent simultanément. En d'autres termes, ces harmoniques sont des notes graves et aiguës qui se produisent en même temps que la note Do, mais à divers intervalles. Toutes ces notes contribuent au timbre du son, explique Caroline Traube, professeure à la faculté de musique de l'Université de Montréal. Revenons à notre corde de guitare. En faisant résonner non plus la longueur totale de la corde, mais seulement sa moitié, en la bloquant avec le doigt sur la 12e frette, nous obtenons un autre Do, mais une octave plus haut, c'est-à-dire à un intervalle de 8 notes du côté des aigus. En bloquant maintenant la corde au tiers de sa longueur, on obtient un Sol qui est situé une quinte au-dessus du Do fondamental. L'intervalle est ainsi défini par le rapport mathématique 3/2, 3/2, qui est l'inverse de la proportion de la corde qui résonne. C'est aussi l'intervalle qui sépare les deuxième et troisième fréquences harmoniques d'un son périodique. Puis, en bloquant la corde au 5e de sa longueur, les 4/5 de la longueur résonnent alors. On obtiendra un Mi, une tierce majeure au-dessus du Do, dont le rapport mathématique est défini par une proportion de 5/4. En résumé, quand on parcourt la série des harmoniques du Do fondamental, on effectue des sauts d'intervalles musicaux, octave, 2/1, quinte, 3/2, quarte, 4/3, tierce majeure, 5/4, tierce mineure, 6/5. Mais à quoi servent ces rapports mathématiques? Parmi les multiples possibilités qu'ils recèlent, les rapports mathématiques permettent notamment de synthétiser les notes de la gamme de façon à assurer une harmonie parfaite. Ainsi, à l'aide d'un ordinateur ou d'un synthétiseur, on peut créer un Do fondamental dont la fréquence sera de 130 Hz. Pour obtenir le Sol situé à la quinte, on multiplie le rapport 3/2, quinte, par la fréquence de 130 Hz, ce qui donnera un Sol dont la fréquence sera de 195 Hz. 3/2 x 130 égale 195, explique Madame Traube. Cette compréhension de la nature du son permet une multitude d'applications, entre autres dans les studios d'enregistrement. Par exemple, à l'aide de sa console, l'ingénieur du son règle la dynamique des pistes sonores, qu'il mélange et filtre de façon que chacune soit en harmonie avec les autres, qu'elle soit bien perçue par l'oreille, et qu'elle procure une esthétique et une intelligibilité optimale.
Mathématiques. Posté par Gilles le vendredi 15 août 2014 à 14h10. Rentrée des classes 2014. Le choix de la calculatrice. Calculatrice graphique, calcul formel. Bientôt la rentrée. Les parents ont pour beaucoup déjà les listes de fournitures scolaires, et parmi ces fournitures, un choix de calculatrice. C'est pour nous l'occasion de faire un rappel sur les différences entre les différents types de calculatrices. Collège. La calculatrice scientifique. Les programmes de mathématiques du collège abordent certaines notions complexes telles que la trigonométrie, le fameux cosinus, les puissances, les racines carrées. Les petites calculatrices, 4 opérations, sont notoirement insuffisantes pour affronter ces notions, et il faut passer aux calculatrices scientifiques, généralement labellisées collège. Elles ont tout ce qu'il faut pour suivre l'élève de la 6e à la 3e. Très standardisées, elles proposent toute une ergonomie assez proche. La bonne nouvelle, c'est qu'elles proposent toutes plusieurs lignes, permettant d'afficher le calcul, et son résultat est parfois celui de l'opération précédente. La Casio FX92 Collège 2D est une évolution d'une calculatrice apparue au début des années 90, et qui n'a cessé d'évoluer depuis. Image Casio. Les calculatrices de grande marque, Casio, Texas Instruments coûtent jusqu'à 20. Des marques alternatives, notamment les marques de supermarchés, font leur apparition, avec des modèles coûtant parfois un peu moins de 10, et proposant les mêmes fonctionnalités. Pour plus de détails, voici un exemple concret d'utilisation de la calculatrice au collège. Lien. Lycée, filière non scientifique, études supérieures non scientifiques, la calculatrice graphique. Au lycée, le programme devient bien sûr plus exigeant, avec notamment des études de polynômes, et de fonctions plus complexes qu'au collège. Le lycéen a besoin de tracer les courbes correspondantes à ces fonctions et de certaines fonctionnalités supplémentaires. C'est donc bien vers les calculatrices graphiques que le choix s'orientera. Contrairement aux calculatrices du collège, les marques de supermarché peinent encore à proposer des modèles vraiment équivalents, avec notamment des écrans et une ergonomie non adaptée. Le choix se portera vers des calculatrices de marque, plus chères, mais vraiment adaptées aux besoins du lycée. Il en coûtera entre 50 et 80. Pour les filières à composante économique, le choix se portera sur celles disposant de fonctions spécifiques adaptées. Lycée, filière scientifique et études supérieures scientifiques, la calculatrice à calcul formel. Ici, il n'est plus question de machines se contentant de faire des calculs avec des nombres définis. La maîtrise des transformations d'équations est importante et la calculatrice devra être à la hauteur. Il faut donc des calculatrices capables de manipuler des inconnus, de calculer des limites, et même savoir ce qu'est l'infini. Il s'agit des calculatrices à calcul formel, aussi nommées K, héritières de la fameuse TI 92 des années 90. La Texas Instruments TI 89 existe depuis la fin des années 90. Version réduite de la TI 92, elle a connu des évolutions, et reste d'actualité de par ses fonctionnalités. L'écran et son ergonomie peuvent toutefois apparaître vieillots, image Texas Instruments. La Casio FX-CP 400 fait partie de cette nouvelle génération de calculatrices, qui s'apparente à des ordinateurs mis au format scolaire. Le grand écran et la possibilité de visualiser des écritures mathématiques complexes dans leur format papier est un plus. Image Casio. Ici, le dilemme se fera entre calculatrice formelle classique, X, TI 89, et celle de la nouvelle génération, TI-Spire, K, ou la Casio Class SPAD 300. Les prix s'envolent facilement pour se situer autour de 200. Dans certains cas, les machines proposées disposent d'écrans couleur façon smartphone, de possibilités de mise à jour logicielle. Mais le premier critère de choix reste la possibilité de faire du calcul formel performant, et donc bien faire attention aux capacités de la machine en la matière. Mathématiques. Posté par Adrien le mercredi 13 août 2014 à midi. Un Français et une femme, parmi les lauréats de la médaille Field. Médaille Field Système analytique objet aléatoire. La plus prestigieuse distinction mondiale en mathématiques, la médaille Field, est aujourd'hui décernée à Arthur Avila, directeur de recherche au CNRS à l'Institut de mathématiques de Jussieu Paris-Rive-Gauche, CNRS/Université Paris Diderot/UMC, à l'occasion du Congrès international des mathématiciens, qui se déroule cette année à Séoul, Corée du Sud. Ces recherches s'articulent principalement autour des systèmes dynamiques et de l'analyse.
Ce mathématicien franco-brésilien de 35 ans, qui travaille également à l'Institut de mathématiques pures et appliquées de Rio de Janeiro, Brésil, est récompensé pour ses avancées significatives dans ces domaines. 3 autres mathématiciens, dont pour la première fois une femme, sont également distingués cette année, l'Autrichien Martin Herré, le Canado-américain Manjul Bhargava, et l'Iranienne Mariam Mirzakhani. Ce palmarès 2014 conforte le 2e rang mondial de la France en matière de recherche mathématique. Le Congrès international des mathématiciens réunit tous les 4 ans près de 3,000 mathématiciens du monde entier. Il se déroule cette année à Séoul en Corée du Sud, du 13 au 21 août. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cet événement scientifique, 4 médailles Fields récompensent des mathématiciens brillants de moins de 40 ans, chacun recevant une dotation financière de 10,000 €. Parmi les 4 lauréats 2014, figure un chercheur au CNRS de 35 ans, Arthur Avila de l'Institut de mathématiques de Jussieu Paris-Rive-Gauche. Arthur Avila. Copyright CNRS Phototech/Sébastien Rua. Né le 29 juin 1979 à Rio de Janeiro, Brésil, ce franco-brésilien a le déclic pour les mathématiques grâce aux Olympiades internationales de mathématiques à Toronto, 1995, où il obtient la médaille d'or à l'âge de 16 ans. Son parcours est ensuite impressionnant. Tout en terminant le lycée, il est étudiant à l'Institut de mathématiques pures et appliquées, INPA, de Rio de Janeiro, où il commence une thèse en dynamique unidimensionnelle à 19 ans, sous la direction de Wellington de Mello. Il séjourne alors de temps en temps aux États-Unis, avec Mikhail Lubitsch, ce qui marque le début d'une longue collaboration et non moins longue amitié. 3 ans plus tard, en 2001, il rejoint le Collège de France, pour un postdoctorat, avec Jean-Christophe Yocoz. De cette rencontre naît une grande complicité mathématique. Recruté au CNRS en 2003, il entre au laboratoire de probabilité et modèle aléatoire, CNRS/Université Paris Diderot/UMC, avant d'obtenir en 2006 une bourse de 3 ans au Clay Mathematics Institute, qui lui offre la liberté de travailler dans n'importe quel laboratoire au monde. Il choisit alors de revenir à l'INPA, au sein de l'unité mixte internationale CNRS, INPA. En 2008, à seulement 29 ans, il devient le plus jeune directeur de recherche au CNRS, et intègre l'Institut de mathématiques de Jussieu Paris-Rive-Gauche. Aujourd'hui, il partage toujours son temps entre Paris et Rio, 2 villes où il retrouve avec plaisir ses collaborateurs et étudiants. Cet esprit curieux est l'auteur de plus d'une 50aine de publications scientifiques. Il s'intéresse au système dynamique, c'est-à-dire ce qui évolue avec le temps. Sa spécialité, déterminer la probabilité qu'un système évolue vers tel comportement ou tel autre. Après avoir étudié des transformations d'un intervalle réel, durant sa thèse, il considère la dynamique des applications du plan complexe, un aspect relié à certains objets fractals, comme l'ensemble de Mandelbrot. S'intéressant au système analytique, unimodal, dont le comportement est non régulier, Arthur Avila a notamment réussi à démontrer, avec Mikhail Lubitsch, Wellington de Mello, et Carlo Gustavo Moreira, que leur dynamique est très chaotique et semble se comporter comme un objet aléatoire. Autre piste d'investigation, les opérateurs de Schrödinger unidimensionnels associés à un système dynamique, ils décrivent mathématiquement certains systèmes quantiques simples régis en physique, par l'équation de Schrödinger. Plus précisément, le lauréat 2014, de la médaille Fields s'est passionné pour l'opérateur presque Mathieu. Cet exemple d'opérateur de Schrödinger décrit l'évolution d'un électron dans un champ magnétique particulier. Arthur Avila a ainsi résolu, avec notamment Raphaël Krikorian, Svetlana Jitomirskaya et David Damanik, 3 problèmes concernant cet opérateur spécifique, parmi la liste dressée par Barry Simon, en 2000 des 15 problèmes liés aux opérateurs de Schrödinger non résolus du XXIe siècle. Les échanges d'intervalles l'intéressent également depuis 2003. Si on remplace l'intervalle par des cartes à jouer, cette problématique étudie l'ordre résultant de la manière dont on coupe les cartes. Arthur Avila est parvenu à prouver avec Giovanni Forni, que lorsqu'on coupe l'intervalle, en plusieurs morceaux de façon non cyclique, de façon aléatoire en quelque sorte, l'échange d'intervalles est presque sûrement, faiblement mélangeant. Allant plus loin, il a aussi étudié une transformation agissant sur un ensemble d'objets mathématiques liés à ces échanges d'intervalles, le flot de Teichmüller. Avec Jean-Christophe Yocoz et Sébastien Gouzel,
il a démontré que ce flot est très chaotique. Arthur Avila a reçu de nombreuses autres distinctions prestigieuses, notamment la médaille de bronze du CNRS, et le prix Salem en 2006, le prix de la Société européenne de mathématiques, en 2008 et un an plus tard, le Grand Prix de l'Académie des sciences Jacques Herbrandt décerné tous les 2 ans à de jeunes mathématiciens talentueux de moins de 35 ans. Cette distinction porte à 12 le nombre de lauréats français, sur les 56 médailles Fields décernées depuis 1936. Elle confirme le succès et l'attractivité des mathématiques françaises au niveau international, la France conservant sa place de 2e rang mondial en nombre de médailles, derrière les États-Unis, 13, et devant l'URSS et la Russie, 9. Note 1. Si A et B sont deux nombres réels tels que A est inférieur à B, l'intervalle réel, A, B, est l'ensemble des nombres réels compris entre A et B. Mathématiques. Posté par Adrien le mercredi 4 juin 2014 à minuit. Pi. Pi calcul de pi. Messieurs Dumoulin et Thoin ont réalisé une percutante démonstration et, ce qui ne gâche rien, ils se sont beaucoup amusés chemin faisant. En plein hiver, au fond d'un bois, 2 jeunes hommes tirent des coups de feu, sur une cible à 20 mètres. Qui penserait qu'ils sont en plein milieu d'une expérience mathématique? C'est pourtant le cas. Vincent Dumoulin et Félix Thoin, étudiants au doctorat à l'Université de Montréal, accumulent des données, pour estimer le nombre pi. Cette variante essentielle au calcul des diamètres depuis des millénaires. En plus de valoir aux auteurs le prix du meilleur film scientifique d'un concours de court-métrage du département de physique de l'UDEM, l'expérience a fait l'objet d'une publication remarquée sur le site Arxiv le 8 avril dernier. À Balistique Monte Carlo approximation off. Avec un retentissement, qui dépasse largement nos frontières. Notre résultat, 3,13, s'approche de la valeur théorique de pi. Une marge d'erreur de 0,33%, c'est mieux que ce que nous pouvions espérer. Lance Vincent Dumoulin avec un grand sourire. Grâce à cette méthode, jamais tentée dans toute l'histoire de la science, comme l'ironise Pierre Barthélemy, journaliste scientifique au journal Le Monde, les jeunes savants livrent un moyen d'estimer grossièrement la valeur de pi, avec les moyens du bord. Fallait tout de même y penser. Pour concevoir un modèle de répartition aléatoire, qui puisse bien représenter l'aire à étudier, il fallait trouver le bon outil et la bonne cible, assez résistante pour être convertie en base de données, après l'expérience. Un fusil à répétition Mossberg 500, une grosse boîte de cartouches, et des rouleaux de papier d'aluminium feront l'affaire. Environ 200 coups de feu seront nécessaires pour percer 30 857 orifices à travers 150 mètres de feuilles d'aluminium. La numérisation de ces données a été réalisée à l'aide d'un appareil photo, puis celles-ci ont été analysées dans un programme créé pour l'occasion. En lice pour l'Ig Nobel. Bien que l'expérience ait un côté fantaisiste, qui la fasse figurer sur la liste des aspirants à l'un des Ig Nobel 2014, ces prix parodiques décernés chaque année à l'université Harvard, pour des recherches absurdes ou drôles, elle s'appuie néanmoins sur une bonne connaissance des mathématiques. Le nombre pi est capital, pour calculer des surfaces et des volumes. Pour l'évaluer, on recourt souvent à un procédé mis au point, en 1947, par le physicien Niklas Metropoli, et connu sous le nom de méthode Monte Carlo, en référence aux jeux de hasard, qui font la renommée de ce quartier de la principauté de Monaco. On peut aussi se rapprocher de la valeur de pi, en utilisant des polygones, ou à l'aide de séries mathématiques, fait remarquer Vincent Dumoulin. Mais la méthode Monte Carlo demeure un classique. En réalisant leurs démonstrations percutantes, les jeunes hommes ont été confrontés à des défis pratiques et théoriques. Nous avons connu toutes les étapes de la démarche scientifique, de l'énoncé de l'hypothèse, jusqu'à la publication des résultats. Entre-temps, il a fallu travailler fort pour s'adapter, mentionne Monsieur Dumoulin. Dans leur introduction, ils évoquent un monde envahi par les zombies, où les savants doivent se passer de supercalculatrices, pour estimer le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre. Il s'agissait bien entendu d'un clin d'œil, pour amuser les lecteurs, avant de plonger dans le vif du sujet. Nous savons bien que le dernier souci des survivants, serait de calculer pi, s'amuse Félix Thoin. Mais, même en partant d'une idée farfelue, rien n'empêche d'être sérieux. D'ailleurs, les perforations du fusil de chasse, sont désormais des exemples à la portée des gens, qui doivent illustrer la méthode Monte Carlo.
Quelques enseignants ont déjà adopté ce modèle dans leurs cours, comme ils l'ont mentionné aux auteurs. Dans leur conclusion, les doctorants soulignent la puissance de la méthode Monte-Carlo, car le résultat s'est avéré concluant malgré le fait que la distribution des plombs dépendait de nombreux facteurs non contrôlés comme la direction du vent, l'orientation initiale du tireur, et la géométrie de la feuille d'aluminium. Matière condensée et intelligence artificielle. Manifestement à leur aise dans ce BA de la physique et des mathématiques, les étudiants sont satisfaits d'avoir réussi le premier défi qu'ils s'étaient donné au cours de leurs études de baccalauréat, participer au concours annuel de court-métrage amateur du département de physique de l'UDEM. Dans cette compétition amicale, qui en est à sa 11e année d'existence, les réalisateurs, en herbe doivent produire une œuvre originale contenant, au moins 15 secondes de physique. Une cinquantaine d'heures ont été nécessaires à la réalisation du projet. Sans compter le temps requis, pour rédiger l'article, environ 3 jours. Grâce à leurs excellentes notes, Vincent Dumoulin et Félix Thouin ont pu s'inscrire au doctorat, sans passer par la maîtrise. Le premier a choisi de poursuivre ses études au département d'informatique et de recherche opérationnelle, où il travaille sur l'intelligence artificielle. Félix Thouin, lui, étudie en physique de la matière condensée. Ce que j'aime du métier de chercheur, c'est qu'il n'y a jamais de routine, dit-il. L'innovation, c'est laisser beaucoup de place à la créativité. Attention quand même aux attaques de zombies. Mathématiques. Posté par Adrien le mercredi 14 mai 2014 à minuit. Mieux courir grâce aux mathématiques. Course à pied mathématiques et course. Comment courir pour améliorer sa performance, son poids et sa forme? Amandine Aftalion du laboratoire de mathématiques de Versailles, CNRS/Université de Versailles 51 en Yvelines, et Frédéric Bonan du Centre de mathématiques appliquées, CNRS/INRIA/École Polytechnique. 1. Ont créé un modèle mathématique d'optimisation de la course, qui pourrait conduire à un programme d'entraînement personnalisé selon l'état physiologique de chacun. Il confirme en outre un fait bien connu des sportifs. Varier sa vitesse permet de mieux dépenser son énergie, et de courir plus longtemps. Les mathématiques offrent ainsi l'opportunité, aux coureurs de passer de simples outils de mesure statistique, aux conseils sportifs personnalisés. Ces travaux, disponibles sur l'archive Ouvertale, seront présentés le 16 mai 2014, lors du forum Futurapoli à Toulouse, dont le CNRS est partenaire, puis publiés dans la revue Siamj.Applied Mathematiques. Ce modèle mathématique prend tout d'abord en compte l'énergie du coureur, notamment sa consommation maximale d'oxygène, VO2 max. 3. Et son stock d'énergie anaérobie, 4. En les faisant intervenir dans un système d'équations différentielles reliant la vitesse, l'accélération, la force de propulsion et les forces de frottement. Ce système est couplé à des conditions initiales de départ de la course, vitesse nulle et quantité d'énergie donnée, et des contraintes. L'énergie et la force de propulsion doivent être positives, le coureur ne peut pas reculer. Les chercheurs sont capables, avec ce modèle de prédire le comportement que doit avoir le sportif tout au long de sa course au moyen d'un bilan instantané déterminant, à la seconde près la vitesse optimale du coureur, et l'énergie dépensée depuis le départ. Le résultat principal montre ainsi que varier sa vitesse permet de dépenser moins d'énergie et de courir plus longtemps. De plus, en comparant ces résultats avec ceux d'athlètes professionnels, les auteurs peuvent également préciser quels paramètres physiologiques les coureurs doivent développer pour s'améliorer en répondant, par exemple aux questions suivantes. Quels seront les résultats d'un champion s'il avait le poids et la consommation maximale d'oxygène d'un coureur amateur? Quels sont alors les paramètres que le sportif amateur peut améliorer pour s'approcher des résultats habituels du champion? Doit-il améliorer sa capacité respiratoire, ou son énergie anaérobie? Les applications de ce modèle concernent 2 types de publics. Dans le cas des coureurs semi-professionnels, qui n'ont pas l'opportunité de travailler avec un entraîneur, ou dans le cadre de cours d'éducation physique et sportive à l'école, les chercheurs souhaiteraient développer un logiciel capable de créer des programmes d'entraînement personnalisés, qui indiqueraient les paramètres physiologiques à développer en priorité, et de réaliser des stratégies précisant la vitesse optimale à atteindre à chaque moment de la course. Pour les coureurs du dimanche, le système d'équations étant adaptable à toutes les variables intéressantes pour le sportif, et pas seulement la vitesse. Ces derniers pourraient, par exemple,
connaître instantanément le nombre exact, et non pas une simple moyenne, comme pour les outils existants actuellement, de calories perdues lors de la course afin d'améliorer leur perte de poids. Les chercheurs souhaitent désormais améliorer leur modèle mathématique, en intégrant au système d'équations de nouveaux paramètres comme l'altitude, ou l'effet du vent et l'appliquer à d'autres sports d'endurance comme le cyclisme, la natation ou le canoë-kayak. Note 1. Amandine Aftalion est directrice de recherche au CNRS au laboratoire de mathématiques de Versailles. Frédéric Bonan est directeur de recherche INRIA au Centre de mathématiques appliquées de l'École polytechnique. 2. Les applications mobiles, qui se multiplient actuellement, ne recueillent des données qu'à des fins statistiques, vitesse ou distance moyenne, mais ne permettent pas d'améliorer les performances des coureurs. 3. Lors d'un effort, aérobie, les muscles, grâce au système respiratoire, fonctionnent avec suffisamment d'oxygène pour tirer la majorité de leur énergie. La consommation maximale d'oxygène correspond au volume d'oxygène maximal que le coureur peut utiliser lors d'un effort. Elle est utilisée pour mesurer la capacité respiratoire des coureurs. 4. La dénomination anaérobie est attribuée à l'énergie utilisée par le corps lorsque celui-ci subit un déficit en oxygène. Cette énergie est due à la transformation des sucres venant de l'alimentation. Physique. Posté par Adrien le lundi 2 mars 2015 à minuit. Les systèmes du LHC se préparent au redémarrage avec faisceau. LHC faisceau. Alors que la mise en service des circuits supraconducteurs se poursuit, la qualification des autres systèmes essentiels du LHC, en vue du faisceau, fait elle aussi l'objet de soins minutieux. Des essais d'intégration à petite échelle ont été programmés et réalisés avec succès sur les différents systèmes depuis le printemps 2014, afin de les entraîner parfaitement et de déboguer minutieusement leurs multiples interfaces. Cette activité est menée par le groupe Opération, en étroite collaboration avec les responsables des équipements, et avec le soutien essentiel du groupe chargé du contrôle des accélérateurs. Les essais commencent une fois que les systèmes ont été qualifiés individuellement par les responsables des équipements, et qu'ils sont prêts à être remis au groupe Opération. Celui-ci effectue alors des essais blancs, ainsi appelés parce qu'ils se déroulent sans faisceau. Ils sont pilotés à partir du centre de contrôle du CERN, CCC, avec les mêmes logiciels de pointe que ceux utilisés pendant l'exploitation avec faisceau. Les essais blancs représentent la première étape d'un test d'intégration globale, qui concerne tous les systèmes de la machine, y compris les circuits supraconducteurs. Tous les systèmes seront amenés à fonctionner ensemble tout au long d'un cycle nominal du LHC pour ce test global, qui sera réalisé pendant la phase de vérification de la machine. Pour donner un exemple, le test d'intégration des aimants d'injection du LHC, du système de synchronisation du LHC, du protocole d'injection, et du système d'arrêt de faisceau, est l'un des essais à blanc les plus importants. Chaque système est d'abord testé à blanc séparément, c'est-à-dire que le groupe Opération vérifie qu'il peut être commandé à distance, depuis le CCC, avec la configuration adéquate. Les systèmes sont ensuite testés ensemble. Dans ce cas précis, ils sont mis en route ensemble suivant la séquence opérationnelle appelée injection et arrêt. Les essais sont effectués sans que le faisceau ne soit envoyé vers le LHC, bien que celui-ci, maître du protocole d'injection, en fasse la demande. Le faisceau est produit par la chaîne de préaccélération, puis injecté dans le SPS, et finalement arrêté par l'absorbeur du SPS. Pendant tout le processus, tous les signaux de synchronisation sont émis de manière à ce que les aimants d'injection du LHC puissent pulser en synchronisme avec le faisceau du SPS. En outre, les systèmes radiofréquences du LHC et du SPS sont synchronisés automatiquement, une condition essentielle pour garantir que le faisceau sera ensuite injecté dans le bon puits radiofréquence du LHC. Dans le même temps, l'ensemble de l'instrumentation de faisceau concernée par la qualification de l'injection est actionnée et analysée par le système de vérification de la qualité de l'injection. Quelques microsecondes après l'injection virtuelle, les aimants de déflexion rapide de l'absorbeur de faisceau se déclenchent pour simuler un arrêt programmé. Si cet exercice compliqué est réussi, cela signifiera qu'il y a de bonnes chances que l'on puisse injecter le faisceau réel dans le LHC. La séquence injection et arrêt a déjà été testée plusieurs fois pour les deux faisceaux. Elle a été utilisée pendant le test des lignes de transfert T2 et T8, qui a eu lieu en novembre 2014.
De nombreux autres essais ont été réalisés ces derniers mois sur d'autres systèmes, l'instrumentation de faisceaux, l'interface avec les expériences LHC, les aimants servant aux mesures d'optique, d'ouverture et de points de fonctionnement, les collimateurs, etc. D'autres systèmes, notamment l'amortisseur transversal, et les cavités radiofréquences, attendent leur tour et seront bientôt confiés au groupe Opération. Des tests cruciaux sur les systèmes de protection du LHC sont également en cours. Le LHC est une machine extrêmement complexe. Les essais blancs constituant un élément de l'approche, par étape utilisée pour la mise en service avec faisceaux, approche qui vise à résoudre les problèmes, avant l'arrivée des faisceaux, et joue un rôle important dans la stratégie générale. Dans cette approche, les essais blancs et les essais de mise sous tension des aimants sont deux activités complémentaires, qui préparent la machine pour un redémarrage avec faisceau réussi. Pendant ce temps, du côté des essais de mise sous tension, 4 secteurs ont à présent terminé leur entraînement pour l'exploitation à 6,5 TeV, et un autre secteur a bien avancé dans son programme d'entraînement. Les importants travaux de préparation sont terminés dans tous les secteurs, et c'est maintenant le sprint final, pour préparer tous les circuits des aimants à la mise en service avec faisceau. Physique. Posté par Adrien le jeudi 26 février 2015 à midi. Interrupteur atomique pour plaques solaires, et ordinateur quantique. Ordinateur quantique interrupteur atomique. Des chercheurs, membres de l'Université de Grenade, et du Massachusetts Institute of Technology, MI, de Cambridge, États-Unis, avec la collaboration de l'University of Technology, and Design de Singapour, ont ouvert la voie à la construction du premier interrupteur quantique de courant contrôlé par symétrie. La fabrication de ce dispositif, qui permettrait de contrôler et de modifier les courants d'énergie à niveau atomique, reste un grand défi pour la communauté scientifique internationale, et pourrait servir, par exemple, à construire des matériaux isolants contrôlés, ou à dessiner des plaques solaires, cellules photovoltaïques artificielles, plus efficaces, qui optimisent le transport d'énergie et, par conséquent, leur rendement en utilisant la symétrie, comme instrument de base. Cette équipe de chercheurs, dont le travail a été publié dans la prestigieuse revue Physical Review B, de l'American Physical Society, travaille actuellement au design réaliste d'un interrupteur quantique possédant ces caractéristiques, contrôlé par symétrie, basé sur des atomes froids dans des cavités optiques cohérentes, et en utilisant des micro-résonateurs optiques accouplés à deux respectives bains pour connecter le système, avec des sources thermiques à différentes températures. La démarche suivante, explique-t-il, sera de pouvoir réaliser expérimentalement un interrupteur quantique contrôlé par symétrie, en utilisant ce design comme base. Les scientifiques décrivent dans ce travail comment la symétrie, un des concepts les plus profonds et puissants de la physique théorique, permet de contrôler et de manipuler le transport d'énergie dans des systèmes quantiques ouverts.